Quand je suis entré dans la chambre d'hôpital de mon mari, il a ouvert la fenêtre et a murmuré « Allez sur le balcon ». Mon fils de 5 ans, mon mari traînant sa perche à perfusion, et moi sommes sortis. En regardant à travers le rideau, j'étais choqué. La personne qui entrait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Émilie. Je travaille comme aide-soignante dans un hôpital général d'une ville du Midwest. Le salaire n'est pas extraordinaire, mais chaque fois que je vois un patient sourire, je suis heureuse d'avoir choisi ce métier. Mon mari, David, est contremaître dans une entreprise de construction, et nous trois, avec notre fils de 5 ans, Jake, vivons dans un petit appartement. Nous ne sommes pas riches, mais nous étions heureux. Du moins, nous l'étions jusqu'à ce jour-là. David est un homme sérieux et bon. Il part pour le chantier tôt le matin et travaille jusque tard le soir. Pendant ses jours de congé, il emmène Jake au parc, joue à la balle avec lui et lui lit des livres d'images. Chaque fois que je vois mon mari agir ainsi, je suis sincèrement reconnaissante de l'avoir épousé. Mais il y avait une chose qui me dérangeait. C'était la famille de David. Sa mère, Patricia, venait chez nous 2 ou 3 fois par semaine. Au début, elle disait que c'était pour voir son petit-fils, mais peu à peu, son objectif a changé. Elle n'arrivait pas à payer son loyer, avait besoin d'argent pour des réparations de voiture, ne pouvait pas régler ses factures médicales. Elle avait toujours une raison ou une autre pour demander de l'argent à David. Sa sœur, Rachel, était pareille. Elle était incapable de garder un emploi et comptait toujours sur David. Elle voulait de nouveaux vêtements, avait besoin d'argent pour ses rendez-vous galants, ne pouvait pas payer son loyer. Toutes les deux prenaient l'argent de mon mari comme si c'était leur dû. J'avais dit à David plusieurs fois, ne pourrais-tu pas simplement dire non? Mais il me gratifiait toujours d'un sourire gêné en répondant simplement, c'est ma famille. Notre propre vie n'était pas facile non plus. Alors pourquoi mon mari donnait-il la priorité à sa famille? Mais je ne pouvais pas insister davantage. J'avais l'impression de lui faire des reproches, de manquer de cœur. Jake est un enfant adorable, mais quand sa grand-mère ou sa tante viennent à la maison, il se cache dans un coin de la pièce. Il doit sentir quelque chose. Elle ne montre quasiment aucun intérêt pour Jake, ne parlant à David que d'argent. Pourtant, mon mari ne pouvait rien refuser à sa mère et à sa sœur. Puis, un jour, David s'est soudainement effondré au travail. Lorsqu'il a été transporté d'urgence à l'hôpital, j'ai eu si peur que mon cœur a failli s'arrêter. Le diagnostic du médecin fut le surmenage et le stress. Il a dit qu'une hospitalisation était nécessaire. J'ai décidé de prendre un congé pour me consacrer aux soins de mon mari. Je confiais Jake à nos voisins, un couple de personnes âgées très gentilles, et me rendais à l'hôpital tous les jours. Patricia et Rachel se sont précipitées à l'hôpital, elles aussi. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans leur attitude. Plutôt que de s'inquiéter de l'état de mon mari, elles n'arrêtaient pas de demander quand il sortirait, quand il pourrait retourner travailler. Un jour, depuis le couloir, je les ai entendus parler dans la chambre d'hôpital. C'est un problème qu'ils ne puissent pas encore travailler. Nous aussi, nous avons nos vies. Ces mots sont parvenus à mes oreilles. Ma poitrine s'est serrée. Quand ces deux-là venaient, David était clairement tendu. Je voyais son visage pâlir et son corps se raidir, mais il répétait toujours « c'est ma famille » et ne pouvait rien leur refuser. Je ne réalisais pas encore que c'était le début d'une terrible vérité. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis le début de l'hospitalisation de David. Chaque matin, je déposais Jake chez les voisins et me dirigeais vers l'hôpital, restant aux côtés de mon mari jusqu'au soir. Le médecin avait dit qu'il avait besoin de plusieurs semaines de repos, mais le rétablissement de David était plus lent que prévu. Bien que son corps aurait dû s'améliorer progressivement, une ombre persistait sur son visage. Patricia et Rachel visitaient la chambre d'hôpital comme si c'était leur routine quotidienne. Tous les jours, parfois 2 ou 3 fois par jour. Au début, je pensais que sa mère et sa sœur venaient parce qu'elles étaient inquiètes, mais j'ai vite compris que ce n'était pas le cas. Elles ne venaient pas en visite. Elles venaient pour exiger. Un après-midi, Patricia est entrée dans la chambre d'hôpital avec un grand sac de courses. Rachel était avec elle. Les deux ont rapproché des chaises du lit et se sont penchés vers David. « David, je dois te parler de quelque chose », dit Patricia d'une voix mielleuse. « Mon genou me fait souffrir. Quand je suis allée chez le médecin, il a dit que j'avais besoin d'un nouveau traitement. » J'étais assise sur une chaise près de la fenêtre, un peu plus loin, mais je pouvais entendre toute la conversation. Quand David a répondu « c'est dur », Patricia a continué comme si elle n'attendait que ça. « Mais tu vois, c'est un traitement que l'assurance ne couvre pas.
Ils ont dit que ça coûterait 100 000 $. 100 000 $? Je n'ai pas pu retenir un hoquet de surprise. Nous n'avions pas une telle somme. Même avec l'assurance, les frais d'hospitalisation de David seraient considérables. Et en plus, 100 000 $ de plus. Maman, nous n'avons pas ce genre d'argent. Alors que j'essayais d'intervenir, Patricia m'a jeté un regard et s'est retournée vers David. Tu trouveras bien une solution, n'est-ce pas, mon fils? Je souffre vraiment. Je ne peux même plus marcher. Tu es le seul sur qui je peux compter. Il y avait une pression indéniable dans la voix de Patricia. David hocha lentement la tête, le visage pâle. D'accord, je vais trouver une solution. Au moment où j'ai entendu ces mots, quelque chose s'est brisé en moi. Le lendemain, Rachel est venue seule. Elle est entrée dans la chambre d'hôpital en pleurant et a saisi la main de David. Aide-moi. Ma voiture est en panne. Ils ont dit que la réparation coûterait 20 000 $ et j'ai 3 mois de loyer de retard. Le propriétaire est sur le point de m'expulser. Je me suis levé involontairement. Rachel, n'est-ce pas un peu trop? Combien coûtent les réparations de la voiture et le loyer au total? Elle m'a fusillé du regard. 50 000 $. Et alors? David n'est pas le genre de personne à abandonner sa famille. David hocha de nouveau la tête faiblement. C'est bon. Je vais trouver une solution. J'étais confuse. Comment mon mari comptait-il trouver une telle somme? Nous n'avions pas beaucoup d'économies. Nous avions encore un prêt immobilier. Nous devions économiser pour l'éducation de Jake. Alors, pourquoi David ne pouvait-il pas refuser leur demande? Quelques jours plus tard, j'ai surpris par hasard une conversation entre Patricia et Rachel à l'extérieur de la chambre d'hôpital. Alors que j'allais dans le couloir pour acheter un café au distributeur automatique, j'ai entendu leur rire au coin du couloir. Regarde ce nouveau sac. Il était vraiment cher, mais je n'ai pas pu résister, disait joyeusement Rachel. C'est joli. J'ai aussi acheté un nouveau manteau. Je l'ai trouvé en solde au grand magasin. La voix de Patricia était également enjouée. Je me suis arrêté net. Un nouveau sac, un nouveau manteau. N'avait-elle pas besoin d'argent pour un traitement au genou? Ne pouvait-elle pas payer son loyer? J'ai tourné au coin et me suis planté devant elle. Patricia, n'aviez-vous pas besoin d'argent pour un traitement? Ma voix tremblait. Patricia a eu l'air surprise un instant, mais a rapidement retrouvé son sourire habituel. Oh, ça va. Il n'y a rien de mal à se faire un petit plaisir. J'étais sans voix. Les deux ne montraient aucun signe de remords et sont simplement entrés dans la chambre d'hôpital. Je suis resté là, sentant mon cœur battre violemment. Elle mentait. Les frais de traitement, le loyer, les réparations de la voiture, tout était mensonge. Après cela, l'état de David s'est encore aggravé. Jour après jour, son expression s'assombrissait et il touchait à peine à sa nourriture. Une infirmière m'a dit avec inquiétude, « Madame Miller, l'appétit de votre mari a diminué. Son corps devrait se rétablir, mais il semble y avoir une sorte de stress psychologique. » Le médecin était également perplexe. Les résultats des tests ne sont pas mauvais. Physiquement, il se remet bien, mais parfois son rythme cardiaque est anormalement élevé, comme s'il avait constamment peur de quelque chose. J'ai demandé à mon mari à plusieurs reprises, « Est-ce que tu me caches quelque chose? Tu ne veux pas m'en parler ?» Mais David se contentait de secouer la tête. « Ce n'est rien. Je vais bien. » Un soir, après avoir ramené Jake à la maison, je suis retourné à l'hôpital. Je voulais apporter des vêtements de rechange à David. En approchant de la chambre, j'ai entendu de faibles sanglots venant de l'intérieur. Quand j'ai entrouvert la porte, David était assis sur le lit, le visage couvert par ses mains, en train de pleurer. Je suis resté là, retenant mon souffle. C'était la première fois que je voyais mon mari pleurer depuis notre mariage. Ses épaules tremblaient légèrement. Il ressemblait à quelqu'un d'acculé par une chose terrible. Je ne pouvais pas entrer dans la chambre et je me suis simplement appuyé contre la porte dans le couloir. Quelque chose se passait. Mon mari souffrait de quelque chose. Les mensonges de Patricia et Rachel, le comportement étrange de mon mari et les demandes d'argent incessantes. Je sentais que tout était lié. Le jeudi après-midi, l'école maternelle de Jake s'est terminée plus tôt, alors j'ai emmené mon fils à l'hôpital. Jake serrait dans sa petite main un dessin de son papa qu'il avait fait à l'école. « Je vais le montrer à papa », a-t-il dit joyeusement. En voyant le visage de mon fils, j'ai senti un peu de chaleur dans mon cœur. David pourrait peut-être retrouver un peu le moral en voyant le visage de Jake. Alors que je marchais dans le couloir de l'hôpital, j'ai approché de la chambre de David. Normalement, j'aurais frappé à la porte et serais entré,
Mais ce jour-là, c'était différent. Au moment où j'ai posé la main sur la poignée, la voix de David est venue de l'intérieur. « N'entre pas !» Sa voix était plus urgente que je ne l'avais jamais entendue. Je me suis arrêté, surprise. Jake a levé les yeux vers moi, anxieux. « Attends, Émilie, n'entre pas !» a continué la voix de David. Confuse, j'ai entrouvert la porte. Alors David, qui était près de la fenêtre, m'a regardé avec un visage blême. « Va sur le balcon. » Tout de suite, a-t-il murmuré désespérément. Je ne comprenais absolument pas la situation. Mais en voyant l'expression de mon mari, j'ai pressenti que quelque chose de terrible allait se produire. « Jake, par ici. » J'ai pris la main de mon fils et je suis sorti sur le balcon par la fenêtre de la chambre. David nous a suivis en traînant les pieds. Le balcon était étroit, juste assez grand pour nous trois. David a tiré le rideau de ses mains tremblantes. « Soyez silencieux. Ne faites pas un bruit. » Sa voix tremblait de peur. Jake, effrayé, s'est agrippé à mes vêtements. J'ai serré mon fils contre moi tout en jetant un coup d'œil dans la chambre à travers une fente du rideau. La porte de la chambre s'est ouverte. 2 hommes en costume noir sont entrés. L'un était grand. L'autre était trapu. Ni l'un ni l'autre n'étaient des médecins ou des infirmiers. Leur présence était clairement différente de celle des visiteurs ordinaires. J'ai retenu mon souffle. « C'est la chambre de David Miller », a dit le grand d'une voix basse. Les deux ont regardé autour d'eux, constatant que le lit était vide, ont fait claquer leur langue. « Il n'est pas là. » Bon, peu importe. On va laisser un message. L'homme trapu a ouvert le tiroir de la table de chevet de David. En fouillant son contenu, il a dit « Miller, tu m'écoutes ? Le temps est écoulé. Rembourse la totalité des 500 000 $ aujourd'hui. Si tu ne peux pas, nous nous servirons autrement. » 500 000 $. Mon cœur a failli s'arrêter. J'ai serré Jake si fort dans mes bras que mon fils a gémi doucement. Je lui ai rapidement couvert la bouche avec ma main. David a également posé sa main sur mon épaule, me suppliant désespérément du regard de rester silencieuse. Le grand homme a ouvert le sac de David et a vidé son contenu sur le sol. La prime d'assurance est de 3 millions de $, n'est-ce pas? C'est largement suffisant. C'est facile de faire passer ça pour un accident. C'est un hôpital, alors on pourrait aussi faire croire à une erreur médicale. En entendant ces mots, tout mon corps s'est glacé. Les 2 hommes ont fait le tour de la chambre en riant. On pourrait peut-être faire coopérer la famille aussi. La femme et le gamin. Ils sont mignons, surtout le gamin. Les enfants ont facilement des accidents. L'homme trapu a ramassé le dessin que Jake avait fait à l'école, le dessin de son papa. L'homme l'a chiffonné et l'a jeté par terre. Mon corps tremblait de colère et de peur. Je devais protéger Jake. Je devais protéger mon mari. Mais comment? Je me sentais écrasé par l'impuissance. David a serré ma main très fort. Sa main était froide et moite de sueur. « Miller, on a eu des nouvelles de ta mère et de ta sœur aussi », a dit le grand homme d'un ton moqueur. Elles ont dit qu'on se partagerait l'argent de l'assurance quand il arrivera. Une affaire de famille avec la dette. C'est drôle. En entendant ces mots, j'ai tout compris. Patricia et Rachel. Elles n'utilisaient pas seulement David. Elles essayaient de le tuer. Les 2 hommes sont restés dans la chambre un moment avant de finalement partir. On reviendra demain. Ne pense pas que tu peux t'enfuir, Miller. Le bruit de la porte qui se ferme et des pas qui s'éloignent dans le couloir. Malgré cela, nous n'avons pas pu bouger du balcon pendant un certain temps. Après environ 10 minutes, David a lentement ouvert le rideau. C'est bon maintenant. En disant cela, il s'est effondré sur le lit. Je suis retourné dans la chambre, tenant toujours Jake. Sur le sol se trouvaient les affaires éparpillées de David et le dessin chiffonné de Jake. « David », ai-je appelé mon mari d'une voix tremblante. « Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Que veulent-ils dire par 500 000 $? Les larmes ont coulé. Mon mari s'est couvert le visage de ses 2 mains et a expiré profondément. « Je suis désolé, Émilie. Tout est de ma faute. » La voix de David était rauque. Les frais de chirurgie de maman, les dettes de Rachel, tout était mensonge, mais je ne l'ai pas réalisé. Non, je ne voulais pas le réaliser. J'étais convaincu que, parce que c'était ma famille, je devais aider. Je me suis assise par terre. Jake était sur mes genoux, effrayé et se faisant tout petit. « Alors, pourquoi es-tu allé voir des usuriers ?» Ma voix s'est brisée par les larmes. Au début, c'était une banque normale, mais j'ai vite atteint le plafond. Maman et Rachel n'arrêtaient pas de demander de plus en plus. Je ne pouvais pas refuser.
puis Rachel m'a présenté un bon prêteur. Elle a dit que les taux d'intérêt étaient élevés, mais que je pouvais emprunter tout de suite. David a levé les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang. Mais c'était un piège. Quand je l'ai réalisé, il était trop tard. Les intérêts ont grimpé en flèche et je ne pouvais plus rembourser. Alors ils ont dit de les rembourser avec l'argent de l'assurance. Si je mourais, 3 millions de dollars seraient versés. Maman et Rachel le savaient aussi. Elles le savaient. Et elles m'ont dit d'emprunter encore plus d'argent. Je ne pouvais plus respirer. Patricia et Rachel essayaient de tuer leur propre fils, leur propre frère, pour de l'argent. Elles disent que maintenant que je suis à l'hôpital, c'est l'occasion parfaite. Si elles font passer ça pour une erreur médicale, personne ne se doutera de rien, ou elles mettront en scène un accident après ma sortie. Dans tous les cas, pour moi, c'est déjà fini. La voix de David s'est éteinte. J'ai serré Jake dans mes bras et j'ai pris la main de mon mari. Fuyons, tout de suite, quelque part loin d'ici. Mais David a secoué la tête. C'est inutile. Ils nous poursuivront n'importe où. De plus, je ne peux pas vous mettre en danger, toi et Jake. J'ai essuyé mes larmes et j'ai regardé mon mari droit dans les yeux. Je ne peux pas t'abandonner. Nous sommes une famille, non? Une vraie famille, ça se soutient dans des moments comme celui-ci. En entendant ces mots, David a pleuré lui aussi. Cette nuit-là, après avoir couché Jake, je n'ai pas pu dormir du tout. Dans ma tête, les mots des usuriers se répétaient sans cesse. On se partagerait l'argent de l'assurance quand il arrivera. Patricia et Rachel attendaient la mort de David. Non, pas seulement attendre. Elles essayaient activement de le pousser à la mort. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Devrais-je aller à la police? Mais sans preuve, ils pourraient ne pas me croire. J'ai décidé de consulter d'abord un avocat. Heureusement, l'hôpital disposait d'un cabinet juridique spécialisé dans les litiges médicaux. J'ai tout raconté à l'avocate, Jennifer Hart. Les demandes d'argent de Patricia et Rachel, le fait que David avait emprunté à des usuriers et les collecteurs de dettes qui étaient apparus dans la chambre d'hôpital la veille. Jennifer a écouté mon histoire avec une expression sérieuse. Madame Miller. La première chose que vous devez savoir, c'est que les contrats avec des usuriers illégaux sont juridiquement nuls, a déclaré Jennifer. Et les menaces et l'extorsion sont clairement des crimes. Mais pour le prouver, il nous faut des preuves. Avez-vous des preuves que votre belle-mère et votre belle-sœur conspiraient? J'ai secoué la tête. Mais à ce moment-là, je me suis souvenu de quelque chose. Le téléphone portable de David. Depuis son hospitalisation, il y touchait à peine. Peut-être y avait-il des preuves là-dedans. Je suis retourné à l'hôpital, j'ai expliqué la situation à David et je lui ai emprunté son téléphone. Au début, il était réticent, mais quand j'ai dit, pour protéger notre famille, il m'a tendu l'appareil comme s'il était résigné. Le mot de passe est l'anniversaire de Jake. Les mains tremblantes, j'ai ouvert le téléphone. Quand j'ai ouvert l'application de messagerie, il y avait des montagnes d'échanges avec Patricia et Rachel. En faisant défiler, des messages qui me glaçaient le sang apparaissaient les uns après les autres. Un message de Rachel, « Tu ne peux pas emprunter plus? Tu pourras tout rembourser quand l'argent de l'assurance arrivera. » Un message de Patricia, « David, si tu meurs, 3 millions de dollars seront versés. Ça résoudra tout. » En faisant défiler plus loin, il y avait une discussion de groupe entre elles deux seulement. David n'y était pas, juste la conversation de Patricia et Rachel. On se partagera l'argent de l'assurance. Heureusement qu'il a été hospitalisé rapidement. Maintenant, on peut avancer dans le plan. J'ai parlé aux gens de l'usurier aussi. Ils ont dit qu'ils feront passer ça pour un accident. Ça me fait de la peine pour David, mais c'est pour la famille aussi. J'ai eu la nausée. Ces gens étaient-ils vraiment humains? Ils discutaient si calmement de plans pour tuer leur propre fils, leur propre frère. J'ai immédiatement fait des captures d'écran et les ai envoyées à Jennifer. La réponse de Jennifer est arrivée rapidement. Ceci est une preuve accablante. Je contacte la police tout de suite. Et pour la sécurité de votre mari, mettons un service de sécurité devant sa chambre d'hôpital. Le jour même, 2 policiers en civil ont été postés près de la chambre d'hôpital. David a été surpris au début, mais quand je lui ai expliqué la situation, il a affiché une expression soulagée. Quelques jours plus tard, accompagné de Jennifer et des policiers, j'ai convoqué Patricia et Rachel dans une salle de conférence de l'hôpital. Les deux sont arrivés sans rien savoir. « Émilie, qu'est-ce que tout ça ?» a dit Patricia avec son sourire habituel. Rachel a penché la tête à côté d'elle. « Asseyez-vous, s'il vous plaît » ai-je dit froidement.
Quand les deux se sont assises, un policier a fermé la porte de la salle. À ce moment, le visage de Patricia a changé de couleur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais que vous avez essayé de tuer David. Je les ai regardés droit dans les yeux. Pour l'argent de l'assurance, vous avez conspiré avec des usuriers pour pousser mon mari à la mort. Rachel s'est levée. De quoi parles-tu? Ce n'est pas vrai. Mais sa voix tremblait. Patricia a également nié désespérément. Émilie, tu es fatiguée. Ce sont des délires. Ce n'est pas un délire. Jennifer a posé des documents sur le bureau. Voici un enregistrement de vos messages. Les plans pour partager l'argent de l'assurance. La conspiration avec les usuriers. Tout est enregistré. J'ai placé une tablette devant elles deux. Sur l'écran se trouvaient les messages de Patricia et Rachel. J'ai vu la couleur quitter leur visage. Patricia bafouillait. Le policier s'est levé. Patricia Miller, Rachel Miller, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de fraude à l'assurance, complot et extorsion. Le son des menottes a résonné dans la salle de conférence. Rachel a crié « Attendez, on essayait juste d'aider la famille ». Patricia a également plaidé désespérément. C'est normal qu'un fils aide sa famille. Qui a-t-il de mal à ça? Je me suis approché d'elle. Après avoir essayé de tuer un membre de votre famille, vous osez dire ça? Ma voix était calme mais tremblait de colère. Vous n'avez jamais considéré David comme de la famille. Il n'était qu'une vache à lait. Les deux ont été emmenés par les policiers. Seuls Jennifer et moi sommes restés dans la salle de conférence. Madame Miller, vous avez bien fait, a dit Jennifer en posant sa main sur mon épaule. Mais ce n'est pas fini. Nous devons aussi nous attaquer aux usuriers. Cet après-midi-là, la police a perquisitionné les domiciles de Patricia et Rachel. Ce qu'ils y ont trouvé était un plan détaillé de fraude à l'assurance. Comment mettre en scène la mort de David? Comment distribuer l'argent de l'assurance? Tout était écrit. Ils ont également trouvé des contrats avec les usuriers. Lors de l'interrogatoire de police, Patricia et Rachel ont tout avoué. Il s'agissait de l'argent de l'assurance depuis le début. Le plan était de faire emprunter de l'argent à David, de le rendre incapable de rembourser et de le pousser à la mort. Le traitement au genou, le loyer en retard, la voiture en panne, tout était mensonge. L'argent emprunté était utilisé pour le jeu et l'achat de produits de luxe. Les usuriers ont également été arrêtés lors d'un raid du FBI. Il a été révélé qu'ils étaient impliqués dans des prêts illégaux à taux d'intérêt élevés et dans de multiples cas de fraude à l'assurance. La dette de David a été invalidée en tant que contrat illégal. Dans la chambre d'hôpital, j'ai tenu la main de David. C'est fini. Tu es en sécurité maintenant. David pleurait. Je suis désolé, Émilie. J'ai été si stupide. Juste parce qu'ils sont de ma famille, je les ai crus aveuglément. Tu étais juste trop gentil. J'ai essuyé mes larmes, moi aussi. Mais la vraie famille, ce n'est pas une question de sang. Ce sont les gens qui se soutiennent. Patricia et Rachel n'étaient pas ta famille. Jake et moi sommes ta vraie famille. David m'a serré dans ses bras. Merci. Sans toi et Jake, j'aurais. Sa voix était pleine de gratitude et de soulagement. Dehors, par la fenêtre, le soleil se couchait. Le long cauchemar prenait enfin fin. 3 mois ont passé. David est sorti de l'hôpital en toute sécurité et nous avons recommencé notre vie de famille à 3. Financièrement, les choses étaient loin d'être faciles. Les factures d'hôpital de David restaient à payer, et il faudrait du temps pour reconstruire nos vies. Mais nous avions de l'espoir. Nos liens en tant que vraie famille s'étaient renforcés plus qu'auparavant. David est retourné dans l'entreprise de construction. Au début, cela semblait physiquement difficile, mais jour après jour, son expression s'est éclaircie. Plus important encore, l'ombre de la peur avait disparu de ses yeux. Plus personne ne le menaçait. Il n'était plus lié par de fausses obligations familiales. Jake a changé aussi. Il souriait plus qu'avant. Et son institutrice de maternelle a dit, il est tellement plus joyeux ces derniers temps. Un jour, mon fils m'a dit, maman, papa sourit. Papa avait toujours l'air triste avant, mais maintenant il est différent. En entendant ces mots, j'ai failli pleurer. Les enfants perçoivent bien plus que les adultes ne le pensent. Le week-end, nous étions assis tous les 3 à la cafétéria de l'hôpital. Après le contrôle de routine de David, c'était devenu notre habitude de prendre un café ici. Jake était absorbé par un livre de coloriage, buvant un chocolat chaud. « Émilie, dit David doucement. J'ai eu tort depuis le début, n'est-ce pas?
Je croyais que la famille, c'était les liens du sang. Que parce que c'était ma mère et ma sœur, je devais les aider quoi qu'il arrive. J'ai pris la main de mon mari. Tu étais juste gentil, mais la vraie famille, c'est différent. Ce n'est pas le sang. C'est le lien qui consiste à se protéger et à se soutenir mutuellement. Jake a levé les yeux de son coloriage. Maman, papa et moi, on est une famille, hein? Aux mots purs de notre fils, nous n'avons pas pu nous empêcher de rire. C'est ça, Jake. Nous sommes la vraie famille. David a doucement caressé la tête de son fils. Patricia et Rachel purgent toujours leur peine en prison. Personne ne rend visite à Patricia. Les gens qu'elle appelait sa famille ont tous disparu dès qu'elle n'a plus eu d'argent. Pour Rachel, c'était la même chose. Personne ne lui tendrait la main pour l'aider dans sa vie après sa libération. Ce qu'elles avaient construit, c'était des relations basées uniquement sur l'argent. L'organisation des usuriers a été complètement démantelée lors du raid du FBI. De nombreuses victimes ont été sauvées et libérées de dettes illégales. David était l'une d'entre elles. Ces jours terrifiants ne reviendraient jamais. La lumière du soleil d'automne filtrait par la fenêtre de la cafétéria. David m'a regardé et a souri. « Merci, Emily. Si tu n'avais pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. »« Nous sommes une famille, n'est-ce pas ?» ai-je répondu en souriant. « Une famille reste unie, quoi qu'il arrive. » Jake a brandi son coloriage. « Regardez, un dessin de notre famille. » Il y avait 3 personnes qui se tenaient la main et souriaient. Le soleil brillait de 1000 feux et il y avait un arc-en-ciel. L'avenir que mon fils dessinait était plein d'espoir. Nous avions surmonté le passé. Libérés de fausses obligations familiales, nous sommes devenus une famille au vrai sens du terme. Il y aurait encore des difficultés à venir. Mais nous avions les uns les autres. Nous avions une vraie famille qui pouvait se soutenir et se protéger. Dehors, le vent d'automne faisait bruisser les arbres. Notre nouvelle vie commençait maintenant. Nous marchions vers un avenir rempli d'espoir, en tant que vraie famille, une famille unie par l'amour et des liens sincères.